Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi, RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, comment prévenir le harcèlement au travail? On en parle avec Marie Donzel, elle est consultante en innovation sociale chez Alternego, elle est co-auteure de ce livre passionnant, Harcèlement au travail, édition Mardaga, elle est notre invitée. Le cercle RH, l'actualité autour de l'emploi, évidemment, c'est Smart Job. La loi plein emploi votée par les deux chambres, on y reviendra, on parlera du RSA. On parlera aussi des derniers chiffres du chômage, parce que paradoxalement, eh bien, les chiffres du chômage remontent. On fera le point avec des experts dans le cercle RH. Et enfin, fenêtre sur l'emploi, une coopérative pour les freelances. Oui, c'est un modèle économique, une structure économique, et on en parlera avec Nicolas Fayon, il est cofondateur de Jump. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler du harcèlement au travail. C'est un sujet qui vous concerne, qui concerne les DRH, les managers et les collaborateurs, évidemment. Marie Donzel, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Consultante en innovation sociale chez Alternego et auteur de ce livre édité chez Mardaga, qui est d'ailleurs présenté comme un guide de questions-réponses, c'est-à-dire la partie pratique, ce n'est pas uniquement de la théorie. Au-delà des clichés, analyser, agir et prévenir les harcèlements en entreprise. Il vient de sortir chez Mardaga. D'abord, un mot sur l'enjeu juridique, parce qu'on a beaucoup d'avocats sur ce plateau et qui nous disent assez fréquemment, des avocats qui défendent les entreprises, assez fréquemment on est confronté à des avocats en face qui glissent le mot harcèlement afin peut-être d'augmenter les indemnités du collaborateur. On l'utilise parfois à mauvais escient, ce mot harcèlement. On l'utilise beaucoup. On l'utilise beaucoup. Souvent à mauvais escient quand il n'y a pas de harcèlement et pas suffisamment quand il y en a. Alors il y a un enjeu juridique parce qu'effectivement vous avez raison, c'est une qualification juridique qui en plus se double, je dirais, d'une ampleur réputationnelle, c'est-à-dire que tout de suite vous appuyez un petit peu sur le bouton nucléaire. Donc vous savez que vous êtes un petit peu en position de force quand vous prononcez le mot harcèlement dans une discussion, par exemple, de contractualisation pour un départ ou pour des indemnités, etc. Quand on dit, écoutez, j'ai le sentiment qu'on m'a harcelé, que mon manager m'a harcelé, vous dites, ça crée quoi? Une forme de tremblement, d'inquiétude pour celui qui le reçoit, le manager, le DRH. Et ça crée quoi? De l'incertitude pour l'entreprise? Ce mot crée de l'incertitude? Ce mot fait tout de suite tirer une sonnette d'alarme qui s'appelle risque. Risque juridique, mais on sait que le risque juridique, souvent, il est maîtrisé dans les entreprises, il est budgété, il est maîtrisé aussi avec pas mal d'avocats, voilà, on sait comment le traiter. Ce qui inquiète aujourd'hui énormément les entreprises, c'est le risque réputationnel et puis le risque psychosocial en interne. C'est-à-dire que ce qu'on sait d'une affaire de harcèlement, c'est que souvent, on va mettre quand même plusieurs mois, plusieurs années à s'en remettre. Donc oui, on tremble quand on entend parler de harcèlement dans l'entreprise. Et c'est un peu dommage parce que le fait qu'on tremble et que ce soit un peu cet effet bouton nucléaire fait qu'on n'en parle pas vraiment comme on devrait en parler, alors qu'il y a des vraies nécessités d'en parler, et d'en parler calmement. Et ça, c'est le sujet de votre livre, oui. Parce que vous écrivez le mot harcèlement, on l'a vu sur la couverture qu'on a dévoilée, avec un S, donc vous ouvrez le spectre très large du harcèlement. Il va de quoi à quoi, ce harcèlement? C'est quoi la palette de harcèlement? Alors, d'abord, le pluriel, il correspond à une vraie volonté que Charlotte Ringrave, co-autrice de ce livre, et moi-même avions, qui était de casser le distinguo entre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Tout simplement parce que nous, quand on intervient en tant que gestionnaire de crise sur le terrain, on nous dit « Bon, alors, du harcèlement sexuel, je pense pas, mais peut-être du harcèlement moral avec des petits propos un peu sexistes et sexuels. » Oui, CQFD, donc, du harcèlement sexuel. Mais bon, en fait, c'est la même dynamique. C'est la même dynamique, c'est une dynamique de domination, c'est une dynamique de pression, d'intimidation, c'est une dynamique qui rend l'environnement de travail offensant, humiliant, intimidant, qui peut nuire à la progression professionnelle des individus. Et à désengager même, d'ailleurs. Qui désengage, et qui désengage pas que les personnes qui sont directement impliquées, mais éventuellement des témoins, et voire, nous, on a vu dans certains collectifs de travail que parfois le désengagement pouvait se prolonger même quand les personnes directement impliquées avaient quitté l'organisation. Donc c'est profondément délétère. Donc le pluriel, c'est celui-là, parce qu'il nous paraît important d'une part d'arrêter avec ce distinguo comme s'il fallait avoir des échelles.
Et puis, il nous paraît important aussi qu'on puisse adresser justement l'ensemble des situations de souffrance au travail liées à des comportements inappropriés et dysfonctionnels. Donc vous le prenez dans l'autre sens. Parfois, on reçoit de la souffrance, un DRH les reçoit, et il faut qu'il creuse un peu plus, parce que vous évoquez à la fin du livre les signaux faibles, il faut qu'il aille au-delà pour essayer de savoir si cette souffrance ne viendrait pas de sujets liés au harcèlement. C'est bien cela? Oui. Ou l'inverse, c'est-à-dire que nous, on a beaucoup de clients qui nous demandent est-ce que c'est du harcèlement ou est-ce que ça n'en est pas. Ça, c'est une comme grande si question. Qualifier était la clé de tout le problème. Bien sûr, ça va être important de qualifier le problème. Et notamment, ça va être important pour la fameuse maîtrise du risque juridique. Bien sûr. Mais ne considérez pas que, par exemple, si une enquête conclut au fait qu'il n'y a pas harcèlement, vous n'avez pas de problème. Puisque vous avez quand même, d'une part, un individu qui est en souffrance, un ou plusieurs, Bien sûr. et d'autre part, vous avez l'exercice de comportements dysfonctionnels et inappropriés. Donc vous avez quand même un problème à régler, qu'il s'appelle harcèlement ou pas. Marie Donzel, il y a un sujet sur le harceleur, parce que c'est toujours très difficile de brosser le portrait robot du harceleur. Ça veut... Parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'il n'y en a pas. Pourquoi justement c'est si compliqué et pourquoi vous dites qu'il n'y en a pas? Mais il n'y en a pas. Alors, on est un petit peu biaisé parce que Marie-France Irigoyen, qui a sorti il y a une vingtaine d'années un livre majeur et indispensable sur le harcèlement moral, avait posé le profil du harceleur comme celui du pervers narcissique. Et donc, on est resté un petit peu sur cette idée-là. Le pervers narcissique, bien sûr, c'est un des profils de harceleur, sachant qu'on peut aussi être pervers narcissique sans être harceleur par ailleurs. Mais le harcèlement, en fait, n'est pas une affaire seulement d'individus qui dysfonctionnent. C'est un système. C'est un système. Qui l'entretient. D'abord, qui l'autorise, qui le tolère. Et puis qui peut le provoquer. Maintenant, on peut qualifier du harcèlement institutionnel. Par exemple, quand on estime qu'une entreprise, la façon même de manager, d'organiser le travail va conduire à des pratiques de harcèlement. Et puis après, vous avez notamment tout ce qui est régulation informelle des relations, gestion des conflictualités, gestion des rapports de force non dits, implicites. Donc tout ça, en fait, si c'est pas traité, si c'est mal traité, ça peut faire de vous ou de moi un harceleur. Et ça n'a rien à voir avec votre bonne volonté, votre personnalité, ni même vos qualités managériales. Parce que l'organisation tolère et organise finalement un mode de management qui favorise... Elle peut l'organiser. Elle peut l'organiser, elle ne l'organise pas toujours. Mais toujours, elle le tolère. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des cas de harcèlement, il y a eu un moment où il y a eu une tolérance sur des comportements dysfonctionnels. On a laissé passer. Et ça commence par les mots, pour conclure. Oui. C'est ça. On laisse passer des mots. On laisse passer des mots. On laisse passer aussi des attitudes. Par exemple, les attitudes qui consistent à ignorer les autres, à faire comme s'ils n'étaient pas là, à ne pas les inviter dans les réunions, à ne pas les considérer. On laisse passer ça. Et puis, on sait que ça dérive et qu'effectivement, on a derrière des vraies problématiques de souffrance aiguë pour les individus et pour les collectifs de travail. Je retiens la souffrance, il faut la décrypter, il y a les signaux faibles. Toujours. Et faire de la prévention, c'est aussi un élément clé de votre livre, à la fin de l'ouvrage, la prévention. Marie Donzel et votre co-autrice Charlotte Ringrave, harcèlement au travail avec un S, chez Mardaga, avec une préface de la fondatrice de My Happy Job, faut-il le préciser. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Marie Donzel, sur le plateau de Smart Job. On tourne une page, le cercle RH, et on parle de l'emploi et de tous les sujets liés à l'emploi. Vous l'avez vu, ce texte plein emploi, voté par les deux chambres, c'est France Travail, mais c'est aussi le RSA et toutes les polémiques qui en ont découlé et qui vont continuer d'ailleurs à faire couler beaucoup d'encre. On en parle avec nos experts dans le cercle RH. Le cercle RH est un focus sur l'actualité autour des sujets d'emploi. Évidemment, on va parler de la loi plein emploi votée par les deux chambres, France Travail et le RSA qui sont les deux sujets importants. On parlera du chômage aussi parce que paradoxalement, il y a un excédent des caisses de l'assurance chômage avec un excédent qui va d'ailleurs progresser jusqu'en 2025. Mais en même temps, le chômage continue, lui, à progresser. Donc, est-ce que les réformes portent bien leurs fruits ? Peut-être pas. Jean-Michel Garrigue est avec nous. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Arnaud. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous êtes directeur associé en charge des RH chez BLB Associés. Et pendant très très longtemps, vous fûtes des RH de plein d'entreprises, de belles entreprises. Europe 1. J'étais secrétaire général d'Europe 1 et DRH de groupe de médias pendant une vingtaine d'années. Vous connaissez bien les médias. Jean-Jacques Gressier est ravi de vous accueillir. Bonjour. Fondateur PDG d'Académie du Service. C'est quoi Académie du Service Académie du Service, c'est un cabinet de conseil et qui accompagne la transformation des entreprises qui veulent améliorer l'expérience de leurs clients et de leurs collaborateurs ou de leurs collaborateurs et leurs clients.
synergie des Oui, parce attentions. qu'en fait, toutes nos activités sont repérées, on va dire, sont guidées par la symétrie des attentions, qui est un concept évident, mais que nous avons déposé, parce qu'il était au sein de la culture accord dont nous sommes issus, qui dit que la qualité de la relation entre une entreprise et ses clients est symétrique de la qualité des relations à C'est ça. l'intérieur de l'entreprise. Traitez aussi bien vos collaborateurs que vous traitez vos clients. Voilà, on a même un label qui s'appelle Équipe heureuse, client heureuse, qui veut tout dire. Oui, c'est important. Revenons à notre sujet politique. Alors, est-ce qu'il y a un effet symétrique entre le Sénat et l'Assemblée? Commission mixte paritaire et la loi plein emploi, c'est comme ça qu'elle est baptisée. Jean-Michel Garrigue a été voté par les deux chambres et le nom France Travail, qui avait été d'ailleurs supprimé dans un amendement au Sénat, est revenu. Commençons par France Travail, parce que c'est un sujet qui est porté par Thibaut Guilluy, qui régulièrement vient sur notre plateau. On va donc avoir une nouvelle institution autour de l'accompagnement de l'emploi. Vous dites, ça c'est une excellente nouvelle? Oui, au-delà du nom, passer de Pôle emploi à France Travail, qui est un peu un effet d'annonce, c'est un peu de la cosmétique, si je puis dire. Un des intérêts, c'est notamment d'améliorer la visibilité du nombre réel de gens qui sont en situation de demande d'emploi, de recherche d'emploi ou de précarité. Par exemple, les bénéficiaires du RSA ne sont pas aujourd'hui dans les statistiques de Pôle emploi, devraient l'être demain dans celles de France Travail. Tout le monde devra s'inscrire. Hein. Tout le monde devra s'inscrire, puisque la perception et le maintien des aides sera conditionné à l'inscription et à l'engagement de bénéficier à la fois des services, mais aussi des conditions de la perception de l'aide. Vous souscrivez à cette idée, à cette philosophie, puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet, parce que lorsqu'on parle de France Travail, arrive immédiatement le sujet du RSA et de ce donnant-donnant, c'est-à-dire vous êtes resté allocataire payé par les départements pendant plusieurs années pour certains. Aujourd'hui, il est temps, en tout cas c'est la philosophie du projet, de vous remettre doucement en selle et de reprendre doucement une activité. Oui, je suis pour, parce que je pense que personne ne peut se satisfaire d'être simplement allocataire de quelque chose qui fait qu'on n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Donc d'accompagner mieux qu'on le faisait précédemment, et pour avoir beaucoup discuté avec les gens de Pôle emploi, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont chevillé au corps comme leur raison sociale d'exister. Donc améliorer les systèmes qui vont permettre d'accompagner plus de gens vers le travail, on peut que s'en féliciter. Je ne dis pas que ça va être facile, ça va sans doute être demandé. Ce qui est compliqué, c'est que ça va demander un accompagnement individualisé. La vraie difficulté, elle va se situer à ce niveau-là. Un mot quand même, il y a deux sujets qui sont posés par le RSA. Il y a le sujet très politique où la gauche est montée au créneau parlant de travail gratuit, de travail forcé. C'est ce que disent certains députés de gauche et d'extrême gauche. Ils exagèrent ? Alors, incontestablement, il y a la possibilité pour l'entreprise d'avoir envie d'un effet d'aubaine, de dire, puisque vous le savez, le seuil de 15 heures par semaine est un seuil minimal. Il n'y a pas, à mon souvenir, de seuil maximal prévu dans les textes. Donc, rien n'empêcherait, en théorie, et si en théorie ça existait, on irait y vivre tous, en théorie, l'entreprise pourrait faire travailler un bénéficiaire du RSA quasiment à temps plein pour la contrepartie du bénéfice de l'indemnité qui doit être de 600 € par mois. 600 €. Voilà, quelque chose, voilà comme ça. Et donc, tout va se jouer dans le contrôle. Alors, ce que vous nous dites là, c'est sérieux quand même. Hein. Ça veut dire qu'il y a un effet d'aubaine, indépendamment du débat politique, d'entreprises qui se disent, après tout, peut-être qu'économiquement, c'est intéressant pour nous d'utiliser un allocataire du RSA. Enfin, on dévoie un peu la philosophie du système. Là. Dans un récent dîner d'un des clubs de DRH que j'ai le plaisir d'animer, j'avais évoqué l'effet stagiaire. Bah oui. On a eu... Et alors, moi, vous le disiez tout à l'heure, j'ai été donc secrétaire général DRH de groupe de médias et avant, j'ai travaillé comme DRH dans la publicité et la communication, qui sont quand même des secteurs dans lesquels, il faut l'avouer, l'emploi des stagiaires a parfois été abusé, manifestement abusif. Ouais. Voilà. Et donc, on recourait à des stagiaires pour seconder ou pendant les vacances pour suppléer des collaborateurs en CDI. Mais qui n'étaient pas en stage, qui travaillaient réellement. Mais qui bénéficiaient d'un contrat de travail, etc. Et la pression était sur leurs épaules. Et donc, ce que je veux dire, c'est que des employeurs sérieux, honnêtes, consciencieux, et il y en a des centaines de milliers dans notre pays, prendront cette main-d'œuvre comme étant adaptée à leurs besoins et dans la limite de quantité raisonnable, mais on peut craindre que d'autres employeurs moins regardants
puissent avoir envie de profiter de l'effet d'aubaine et d'employer au-delà du raisonnable des bénéficiaires du RSA. Jean-Jacques Grissier, bon, ça c'est un sujet essentiel, hein, l'effet d'aubaine. Vous êtes chef d'entreprise, Oui. alors vous êtes parmi les 100 000 et Oui, et dizaines puis de j'accompagne milliers. beaucoup de dirigeants qui veulent travailler sur l'expérience de leurs collaborateurs et leur image d'employeur. Concrètement, un chef d'entreprise, vous en êtes un et vous accompagnez les entreprises, se disent, soit il y a l'effet d'aubaine où effectivement ce sont des entreprises industrielles ou semi-industrielles où on peut poster, mais entreprise du tertiaire, elle se dit, mais comment j'intègre un allocataire du RSA quel est son profil Oui, moi, je pense quelles ont été ses difficultés sociales, médicales, parce qu'ils ont parfois des pathologies. Comment on fait là? En tous les cas, je pense qu'effectivement, il y aura peut-être des gens malveillants qui profiteront de ce que vous parliez, de l'effet d'aubaine, mais je pense que la plus grosse difficulté qu'on va avoir, c'est comment on veut accompagner ces personnes. Moi, vous savez, dans toutes les entreprises aujourd'hui, on voit par exemple beaucoup des gens en alternance. Ça s'est beaucoup développé ces derniers temps et c'est une très bonne chose. Mais les entreprises qui prennent des alternants, c'est pas parce que ça leur fait des emplois moins chers, c'est parce que ça prépare pour elles et pour le marché de futurs employés bien formés. Donc il faut aussi voir les choses sous l'angle positif d'une opportunité sociétale. Bien sûr qu'il y aura des réglages, bien sûr qu'il y aura des ratés, mais je pense que ça va dans le bon sens. En tout cas, janvier, France Travail va décoller. Un point important, c'est que nous savons tous que nous avons des centaines de milliers d'emplois à pourvoir en France, notamment dans des secteurs d'activité dans lesquels les qualifications sont plus réduites. Le secteur de HCR, hôtel, café, restaurant, l'aide à la personne, le secteur du bâtiment pour des emplois non qualifiés, etc. Il peut y avoir une réelle adéquation des besoins et des ressources. Trouver dans un locataire du RSA des collaborateurs qui n'ont pas de formation et qui, moyennant une formation de base, pourraient remplir des besoins. Il faut revoir le salaire quand même, 600 € pour un temps plein. Enfin, mais ce ne serait pas pour un temps plein. On est d'accord. Non, mais c'est important de le préciser. Je pense qu'à un moment donné, la loi doit revoir, ou par décret, si on dépasse les 14 heures, j'imagine que le salaire... Regardez, imaginez 15 heures minimum. Imaginez qu'une entreprise, pas d'aide à la personne, pour reprendre l'exemple que vous citiez, Arnaud, eh bien, décide de pourvoir un poste qu'elle n'arrive pas à pourvoir, avec 2 allocataires du RSA à 20 heures chacun. Elle arrive à tenir ses plannings. À tenir ses plannings, à remettre ses allocataires du RSA dans une situation d'emploi, là en l'occurrence d'emploi entre guillemets à mi-temps, mais là il peut y avoir une démarche vertueuse. On n'aura pas le temps de parler de l'article 3 de cette loi immigration de Gérald Darmanin, parce que c'est un sujet éminemment emploi sur l'idée de pouvoir évidemment se doter d'une main-d'œuvre venue de l'étranger qui suscite la crispation. Focus quand même sur ces chiffres des excédents chômage, ça c'est intéressant parce qu'il y a eu plusieurs réformes successives. On est à 4,4 milliards d'euros en 2023, 5,4 milliards d'euros en 2024, ce sont des projections, et 8,7 milliards d'euros en 2025. Alors certains disaient que cette réforme était une réforme pour remplir les caisses. Globalement, c'était pas faux quand même. Oui, ça a l'air de marcher. Ça marche ? Apparemment. Non, mais je veux dire, pas les chiffres. Mais je mets en parallèle, vous voyez où je veux en venir. On a de très bons chiffres d'excédents, mais on va sûrement le voir, les chiffres du chômage qui progressent de 0,6 points. C'est-à-dire qu'on ne va pas vers le plein emploi, on va plutôt vers un retour au chômage. Comment vous regardez cette situation ? Alors, pour avoir été président, vice-président de nombreuses caisses de retraite et de groupes de protection sociale, le problème est assez clair. C'est-à-dire qu'on demande aux organismes sociaux et aux structures qu'ils gèrent d'avoir un sens de la prévision affirmé. Et donc, d'avoir des réserves qui permettent ensuite, le jour où l'économie se retourne, qui permettent de poursuivre le versement d'allocations de chômage ou de pensions de retraite. Bonus-malus, on fait monter, on fait descendre. Et ce, pendant une durée significative, sans avoir recours au fonds public. Bien sûr. Si chaque fois qu'il y a des réserves, les pouvoirs publics ponctionnent ces réserves parce qu'eux-mêmes manquent de fonds, on va très vite se retrouver avec un serpent qui se mord la queue. Vous pensez quoi, là, ce paradoxe de chiffres? Il y a de très bons excédents, qui est plutôt une bonne nouvelle, quand les caisses sont ouvertes, tout va bien, sauf qu'au même moment, le chômage remonte. On s'était dit, mais les réformes vont permettre de faire baisser le chômage, et l'objectif, c'est 5,5% de demandeurs d'emploi, c'est le taux plein, mais on s'en éloigne, là. En ce que j'en pense, moi, en tant que citoyen et en tant qu'entrepreneur, je suis plutôt rassuré qu'un système paritaire soit un peu excédentaire, parce qu'on a envie que ça fait quand même une particularité de notre économie, de notre organisation de la vie en société en France. Donc de voir qu'il se porte bien de ce point de vue-là,
c'est plutôt rassurant pour son avenir. Et on a tous besoin Mais le chômage, de cette non. sécurité. Contexte international, difficultés, guerre en Ukraine. Enfin, je ne sais pas à quoi l'attribuer, mais une chose est sûre, c'est que l'économie est fragile. Oui, l'économie est fragile, les entrepreneurs sont inquiets, on ne peut pas l'ignorer. Alors, on est quand même entouré aujourd'hui par beaucoup d'éléments qui peuvent provoquer beaucoup d'incertitudes, beaucoup de crispations. Nous, on l'a bien vu en début d'année 2023 et ça commence à aller mieux. Moi, je trouve que si je regarde aujourd'hui les entreprises qui lancent des projets, je trouve que les tendances sont en train de s'inverser, que les entreprises se remettent à investir sur des projets de transformation. Ça, je trouve ça rassurant. Mais c'est vrai que le début de l'année, ça a plutôt été crispation généralisée. Qu'est-ce que vous disent les DRH Justement, on on est exactement dans une situation d'injonction paradoxale. L'activité économique se porte globalement plutôt bien. Les résultats des entreprises sont très significatifs, tant au titre de l'année 2022 que du premier semestre 2023. Oui, c'est vrai. Je dirais même, curieusement, compte tenu du contexte international, et puis tout le monde est en train de préparer des budgets 2024 extrêmement restrictifs, en disant ça ne va pas durer, pardonnez-moi l'expression, aussi longtemps que les impôts. Et l'année 2024, il faut s'attendre à ce que l'activité économique soit, que la progression s'effrite, voire même qu'on rentre en stagflation ou même en déflation, et que donc il faut prévoir ça. Et donc les DRH en ce moment, puisque vous l'évoquiez Arnaud, ils doivent à la fois gérer l'excédent et les bons résultats des années précédentes, préparer des lendemains qui vont peut-être un peu déchanter, ce qui, notamment au niveau du dialogue social en interne, n'est pas facile à gérer. Donc faire l'écureuil, comme on dit. Exactement. C'est-à-dire garder quelques noisettes en attendant et en faisant en courbant le temps que durera, puisque personne ne le sait au moment où on se parle, le temps que durera cette crise internationale, tant ukrainienne que du côté israélien. Oui, il faut aussi garder des ressources pour toutes les transformations que les entreprises doivent opérer, quelle que soit la prévision de l'économie. Enfin, moi, je vois tous les clients que nous avons, ils sont quand même face à des nécessités de transformer leur modèle d'affaires. Et ça demande des ressources financières. Transfo numérique. Bien sûr. Oui, par exemple, mais même le monde des services au-delà du numérique et de l'humain. Effectivement, les entreprises qui aujourd'hui ne transforment pas l'expérience de leurs clients vont avoir des jours difficiles. C'est votre dada. Oui. Merci Jean-Jacques Gressier, fondateur PDG d'Académie de Services. Jean-Michel Garrigue, merci, directeur associé en charge chez BLB Associés. Et on l'a entendu en prise directe avec l'écosystème des RH ici en France. Et quand vous reviendrez, on parlera de l'article 3 de cette loi immigration qui suscite un débat pour pourvoir justement à ces déficits, à cette pénurie de main-d'œuvre. Et c'est un débat crispé sur le plan politique. Merci à vous deux, messieurs. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on parle d'une coopérative justement à destination des indépendants. Fenêtre sur l'emploi pour parler des indépendants et la manière dont ils sont accompagnés, accueillis. C'est toujours un peu le casse-tête pour les indépendants, la manière dont ils vont pouvoir poursuivre leurs activités. Et on en parle avec Nicolas Fayon. Il est le cofondateur de Jump, qui est une coopérative justement destinée aux indépendants. Un peu plus de 40 salariés. Vous étiez venu il y a un an nous en parler, donc le bébé a grandi. Plus de 1000 indépendants, c'est ça, qui sont portés. Ça consiste en quoi? C'est quoi votre modèle? Tout à fait. Déjà bonjour et merci, très, très heureux de revenir sur le plateau. Alors Jump, c'est très simple, c'est une structure qui va embaucher les indépendants en contrat de travail, en CDI, pour leur permettre d'avoir tous les avantages en fait, finalement d'un contrat de travail, que ce soit la protection sociale, que ce soit l'absence d'administratif ou aussi de nombreux avantages sur sa vie perso. Alors, Nicolas, on appelait ça il y a encore quelques années, avant que vous n'arriviez sur le marché, le portage salarial, qui existe depuis un certain temps. En quoi vous le dépoussiérez, vous, ce portage salarial? Oui, exactement. Alors, on s'est inspiré du concept du portage. On a d'ailleurs commencé en 2021, on a commercialisé en 2022 d'ailleurs un portage digitalisé. On est très rapidement devenu numéro 2 du secteur. On prévoit d'ailleurs d'ici 6 mois de devenir numéro 1 du portage salarial. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a portagisé un petit peu la coopérative, on l'a aussi digitalisée pour la rendre disponible à moindre coût à un maximum d'indépendants. Ça veut dire concrètement, je suis indépendant, je viens sur votre site, je référence les informations de ma société et de moi, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Exactement, donc on se connecte au site, on va saisir ces informations, on va saisir son client, et ensuite, en quelques minutes, en fait, on va recevoir son contrat de travail
Donc on va s'auto-embaucher, c'est ça qui est assez incroyable. Et on pourra en une demi-journée finalement être embauché par Jump et commencer à travailler et avoir tous les avantages d'un contrat de travail. Alors, l'avantage d'un contrat de travail, à la différence de l'indépendant qui se rémunère parfois sur sa SARL ou sa SAS, c'est qu'il a un bulletin de paie et ça lui permet, par exemple, tout simplement d'aller démarcher pour un appartement, acheter quelque chose. C'est ça les enjeux, en fait, sous-jacents. Tout à fait. Il y a énormément de friction chez les indépendants. On en parlait tout à l'heure, la protection sociale. Il y a l'administratif, qui pour certains est vraiment un casse-tête. Et après, il y a effectivement des projets perso qui sont la plupart du temps stoppés pour les indépendants. Ils attendent d'ailleurs de revenir sur le marché du travail pour acheter un appartement ou pour même faire des enfants. Et ce qu'ils peuvent maintenant faire tout en restant 100% autonomes et indépendants. Et donc là, ils présentent un bulletin de paie. Et ça veut dire que ce bulletin de paie, il est calculé sur les charges des indépendants ou il est calculé sur les charges d'un CDI classique de droit commun, j'allais dire? Ouais, alors ça dépend du statut qu'on utilise. Donc en portage salarial, ce sera un CDI classique, donc avec des charges qui ressemblent finalement aux charges d'un salarié. Et en coopérative, ce sera un contrat d'entrepreneur salarié avec un niveau de charge qui sera inférieur, qui pourra, dans certains cas, permettre à l'indépendant de toucher 72-73% de sa rémunération commerciale. Vous insistez beaucoup sur la notion de coopérative. Qu'est-ce que ça apporte de plus, la notion de coopérative? Parce que dans l'esprit, on l'associe souvent à la coopérative ouvrière, c'est-à-dire l'idée de tout le monde est autour de la table et tout le monde décide plus ou moins, ce qui est d'ailleurs assez faux. Mais c'est ça l'esprit à l'origine? C'est exactement ça. En fait, c'est pareil pour nous. Au bout de 3 ans, une personne qui sera chez Jump pourra être actionnaire de la coopérative et décider à nos côtés. Et c'est aussi une mutualisation des moyens de production. Donc en l'occurrence, toute la comptabilité, tous les outils qui sont mis à leur disposition pour être un indépendant épanoui seront livrés à un entrepreneur salarié comme à un autre, de la même manière et pour le même prix. Le modèle économique, la structure juridique, c'est une coopérative avec un esprit, un état d'esprit. Ça veut dire que l'indépendant, ensuite, vous lui ponctionnez une partie de ses revenus, de son salaire. Comment vous vous rémunérez sur le... Alors, traditionnellement, les entreprises de portage et les coopératives prennent entre 7 et 12% de commission sur chaque facture. Et pourquoi on a une croissance aussi fulgurante? C'est parce qu'on a un petit peu finalement... on a transformé le principe commercial en un abonnement. C'est-à-dire qu'au lieu de perdre 7% de sa facture, on va juste payer un abonnement de 99 € tous les mois. Qu'on facture 1 000 € par mois ou qu'on facture 20 000 € par mois, ce sera le même prix. Donc, ça veut dire que c'est intéressant. Ça permet aussi une stabilité pour la trésor de l'indépendant. Et quelles que soient ses rentrées financières, il aura à l'année 1 200 € à payer. C'est ça, globalement Exactement. Et en fait... la stratégie est très dépendante, la stratégie financière est très dépendante de sa stratégie personnelle. Est-ce qu'il voudra lisser ses salaires sur 1 an? Est-ce qu'il voudra tout sortir d'un coup? La plupart du temps, les gens cumulent Jump avec un autre statut en arrivant et ils se rendent compte qu'ils n'ont finalement plus besoin d'être en micro-entreprise ou en SASU. Et ils finissent par la fermer. Exactement, j'ai parlé des SARL et de SAS, mais c'est SASU ou micro-entreprise qui sont les profils les plus usités pour les indépendants. Jump, qui a franchi l'obstacle, enfin qu'on a franchi un, parce que vous allez en franchir d'autres, 43 salariés, plus de 1000 salariés portés sur une potentialité d'1 million d'indépendants, c'est ça votre... il y a 1 million d'indépendants, donc prestations intellectuelles, et ensuite le monde de l'indépendance est composé d'à peu près 4 millions de personnes, donc il y a encore du pain sur la planche. Merci à vous, Nicolas Fayon, d'être venu nous rendre visite, cofondateur de Jump, cette entreprise de portage et bien plus d'ailleurs. Merci à vous. L'émission est terminée. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, évidemment, Romain à la réalisation, Saïd au son, et l'équipe de programmation, Nicolas Juchat, évidemment. Et je remercie Alexis. Je remercie vous qui nous regardez et qui êtes fidèles. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.